Ce soir-là, en regardant mon téléphone, j'ai compris qu'une simple photographie pouvait briser un cœur de mère en 1000 morceaux. Je m'appelle Inès Morin. J'ai 70 ans et pendant toutes ces années, j'ai cru que l'amour maternel suffisait à tout pardonner. Mais il y a des trahisons si profondes qu'elles changent la couleur du monde. Tout a commencé un mardi matin de novembre. Francis est entrée dans la cuisine, ses cheveux encore humides de la douche, sentant ce parfum de jasmin qu'elle portait depuis l'adolescence. Elle s'est assise face à moi, a pris une tartine et m'a dit avec ce sourire léger que je connaissais si bien. « Maman, je pars quelques jours. Juste une petite escapade avec des amis. Tu sais, j'ai besoin de souffler un peu. » J'ai hoché la tête en versant le café. Frances avait 32 ans. Une femme accomplie, responsable dans une agence de communication à Lyon. Elle vivait encore avec moi depuis son retour de Paris, 2 ans plus tôt. Le temps de me stabiliser, disait-elle. Mais je savais qu'elle aimait cette maison familiale, ces murs qui gardaient me nourrir, nos dimanches d'hiver près de la cheminée. « Tu vas où, ma chérie ?»« Oh, rien d'extraordinaire. La Bretagne, peut-être. On verra sur place. » Elle a souri encore, m'a embrassé sur la joue, et je l'ai regardée monter dans sa chambre pour préparer sa valise. Quelque chose, ce matin-là, m'a semblé étrange, pas dans ses mots, mais dans ses yeux. Une lueur que je ne reconnaissais pas, une distance. Le lendemain, elle est partie. J'ai agité la main depuis le perron, et sa voiture a disparu au bout de l'allée bordée de tilleuls. Les premiers jours, elle m'a envoyé quelques messages. « Cours. Tout va bien, maman. Je t'embrasse. » Rien de plus, pas de photos de plage, pas de récits de soirée entre amis, juste ce silence poli qui ressemblait à une porte qu'on ferme doucement. Et puis, vendredi soir, mon téléphone a vibré. Un message de Marguerite, ma belle-sœur. Elle vit à Marseille, nous nous parlons peu, mais ce soir-là, ces mots ont tout changé. Inès, je ne sais pas comment te dire ça, mais regarde ce que j'ai vu sur le compte Instagram de la cousine de mon voisin. Je crois que c'est Frances. J'ai cliqué sur le lien. Et là, sur l'écran lumineux de mon salon silencieux, j'ai vu ma fille. Elle portait une robe blanche, longue, élégante, avec des manches en dentelle. Ses cheveux étaient relevés en chignon, ornés de petites fleurs blanches. Elle souriait, un sourire radieux. À ses côtés, un homme en costume sombre que je ne connaissais pas. Derrière eux, un couple plus âgé. Ses parents, sans doute. Tous souriaient. La légende disait simplement « Félicitations aux mariés ». Boum! Mon cœur s'est arrêté. Puis il a recommencé à battre, trop vite, trop fort. Mes mains tremblaient. J'ai agrandi la photo. C'était bien elle, ma Frances, ma fille unique, celle que j'avais élevée seule après la mort de son père, celle pour qui j'avais renoncé à tout, à ma carrière d'enseignante, à mes voyages, à mes rêves, pour qu'elle ne manque de rien, pour qu'elle soit heureuse. Et elle s'était mariée, sans moi. J'ai posé le téléphone sur la table basse. J'ai regardé autour de moi. Le salon que nous avions repeint ensemble l'été dernier, le piano où elle jouait enfant, les cadres sur le manteau de la cheminée, Frances à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, toujours avec moi, toujours ensemble, et maintenant cette photo, cette robe blanche, ce sourire que je ne reconnaissais plus. J'ai pleuré, longtemps. Puis, au milieu de la nuit, une pensée froide, claire, m'a traversée. Si elle pouvait partir sans un mot, sans un regard en arrière, alors moi aussi, je pouvais partir. Parfois, on donne tout à ceux qu'on aime, et ils nous oublient comme on oublie une vieille photographie dans un tiroir. Et vous, avez-vous déjà été oublié par quelqu'un pour qui vous auriez tout sacrifié? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Il y a des souvenirs qui sentent encore la vanille et le linge propre, des matins où tout semblait possible. Avant cette photo, avant ce silence, il y avait une vie, notre vie. Frances est née un matin de printemps, sous une pluie fine qui tambourinait contre les vitres de la maternité. Son père, Michel, tenait ma main. Il pleurait de joie. Nous avions attendu cet enfant pendant 7 ans. 7 ans de prière, de déception, d'espoir brisé. Et puis elle est arrivée, petite, parfaite, avec ses poings serrés et ses yeux noirs qui me regardaient comme si elle me reconnaissait déjà. Michel est mort quand elle avait 4 ans. Un accident de voiture sur l'autoroute, un soir de décembre. On ne se remet jamais vraiment de ça. Mais on continue. Pour l'enfant qui vous regarde avec ses grands yeux et qui demande « Quand papa revient ?» J'ai tout fait seul. Les nuits blanches quand elle avait de la fièvre. Les réunions de parents d'élèves.
les spectacles de danse où j'applaudissais plus fort que tous les autres, les anniversaires où je préparais des gâteaux en forme de princesse, les devoirs de mathématiques, les chagrins d'adolescente, les premiers amours, les échecs, les victoires. J'avais hérité de cette maison de ma mère, une belle demeure bourgeoise dans les hauteurs de Lyon, avec un jardin où poussaient des rosiers et un vieux cerisier. J'aurais pu la vendre, m'installer dans un appartement plus pratique. Mais non, je voulais que Frances grandisse dans cette maison, qu'elle ait des racines, un lieu où revenir. J'ai renoncé à mon poste de professeur de littérature au lycée pour donner des cours particuliers à domicile. Moins de revenus, mais plus de temps pour elle. Je refusais les invitations, les voyages, les sorties. Ma vie tournait autour d'elle, et je ne le regrettais pas. Pas une seconde. Le dimanche, nous faisions des crêpes ensemble. Elle aimait les faire sauter dans la poêle. Nous rions quand elles retombèrent de travers. L'après-midi, nous marchions dans le parc de la Tête d'Or. Elle me racontait ses rêves. Elle voulait devenir écrivaine, ou peut-être journaliste, ou les deux. Maman, toi tu sais tout. Tu as lu tous les livres du monde. Pas tous, ma chérie, mais assez pour savoir que les histoires les plus belles sont celles qu'on vit vraiment. Elle m'embrassait sur la joue. Elle sentait le shampoing à la fraise et le savon au lait d'amande. Quand elle est partie étudier à Paris, à 18 ans, j'ai pleuré pendant des semaines, mais j'étais fière. Elle avait été acceptée en école de communication. Elle était brillante, travailleuse, déterminée. Elle m'appelait tous les soirs. « Maman, tu me manques. Moi aussi, ma chérie. » Puis, elle est revenue. Il y a 2 ans. Elle avait rompu avec un homme là-bas, un certain Julien. Elle ne voulait pas en parler. « C'est fini, maman. Je veux juste rentrer à la maison. » Je l'ai accueillie, bien sûr. Sa chambre était toujours là, intacte, son lit avec la couette bleu ciel, ses livres sur l'étagère. Ses photos d'enfance. Les premiers mois, elle semblait fragile. Elle restait des heures dans sa chambre. Je lui apportais du thé, des biscuits. Je ne posais pas de questions. J'attendais qu'elle vienne à moi. Puis elle a trouvé ce travail dans l'agence de communication. Elle a recommencé à sortir, à sourire. Elle parlait de ses collègues, de ses projets. Elle semblait heureuse. Nous avions retrouvé notre routine, les petits déjeuners ensemble, les soirées devant un film, les discussions sur le balcon, l'été, avec un verre de citronnade. Mais depuis quelques mois, quelque chose avait changé. Elle sortait plus souvent. Elle ne me disait plus où elle allait. Juste des amis, maman. Elle recevait des appels qu'elle prenait dans sa chambre, porte fermée. Elle souriait à son téléphone. Elle semblait ailleurs. J'avais remarqué. Bien sûr que j'avais remarqué. Mais je ne voulais pas être cette mère étouffante, envahissante. Je me disais, elle a 32 ans. Elle a le droit à sa vie privée. Laisse-la respirer. Et maintenant, assise dans ce salon silencieux, regardant cette photo de mariage, je comprenais. Elle ne respirait pas. Elle s'éloignait. Elle construisait une vie entière sans moi. Et elle avait choisi de ne rien me dire. J'ai ouvert le tiroir de la commode. Tout au fond, il y avait une petite boîte en velours bleu. À l'intérieur, l'alliance de ma mère. Un anneau d'or simple, gravé de 2 initiales entrelacées. Je l'avais gardé pour Frances, pour son mariage, pour ce jour où je la verrais s'avancer vers l'autel, radieuse, et où je lui glisserais cet anneau dans la main en lui disant « Ta grand-mère aurait été si fière ». Mais ce jour n'était jamais venu, parce que ce jour avait eu lieu sans moi. J'ai refermé la boîte, j'ai éteint la lumière, et dans le noir, j'ai commencé à réfléchir. On croit que l'amour maternel est éternel, inconditionnel. Mais personne ne parle de ce qui se passe quand cet amour devient invisible, quand on devient un fantôme dans la vie de son propre enfant. Le samedi matin, je me suis réveillée avec cette sensation étrange qu'on a après une nuit sans sommeil. Le corps présent, mais l'esprit ailleurs, flottant dans un brouillard de questions sans réponse. J'ai préparé le café, machinalement, comme tous les matins depuis 40 ans. Mais ce matin-là, la cuisine me semblait différente, plus froide, plus vide. Comme si les murs eux-mêmes savaient ce que je venais de découvrir. Frances devait rentrer mardi, dans 3 jours. 3 jours pendant lesquels elle serait encore en lune de miel avec un homme dont je ne connaissais même pas le prénom. 3 jours pendant lesquels je devrais faire comme si de rien n'était. Mais pouvais-je vraiment faire ça? J'ai ouvert mon ordinateur. Mes mains tremblaient légèrement. J'ai cherché son nom sur les réseaux sociaux. Frances Morin. Son profil était privé, comme toujours. Mais j'ai cliqué sur la liste de ses amis.
187 personnes. Des visages que je reconnaissais à peine. Des collègues, sans doute. Des amis de Paris. Des inconnus. Et puis, je l'ai vu. Alexandre Fortier. Sa photo de profil montrait un homme d'une quarantaine d'années, brun, sourire confiant. À côté de son nom, une petite icône. Marié avec Frances Morin. Alexandre Fortier. J'ai cliqué sur son profil. Public, lui. Des dizaines de photos. Des voyages. Des restaurants. Et Francis partout. Au restaurant, riant. En randonnée dans les Alpes. Sur une terrasse, au soleil. Des photos qui remontaient à plusieurs mois. 6 mois. 8 mois peut-être. 8 mois. Pendant 8 mois, elle avait vécu cette histoire d'amour sous mon toit. Et je n'avais rien su, rien vu. Ou peut-être que j'avais choisi de ne pas voir. Je me suis souvenu. Mars dernier. Elle était rentrée tard un soir, les joues roses, les yeux brillants. « Maman, je suis désolée. On a fêté l'anniversaire d'une collègue. Ce n'est rien, ma chérie. Tu t'es amusée ? Oui, beaucoup. Elle m'avait embrassée et était montée dans sa chambre en fredonnant. J'avais souri. J'étais heureuse qu'elle soit heureuse. Mais ce n'était pas une collègue. C'était lui, Alexandre. Mais elle avait passé un week-end entier chez une amie à Annecy. Elle était revenue détendue, radieuse. C'était bien ? Merveilleux, maman. L'air de la montagne fait du bien. Mensonge. Juillet. Elle m'avait dit qu'elle partait en séminaire professionnel. 3 jours. Ne t'inquiète pas. Je t'appelle tous les soirs. Elle avait appelé, 1 fois, 2 minutes. Tout va bien, maman. Je suis fatiguée. Je t'embrasse. Mensonge. 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 J'ai refermé l'ordinateur. Mon café était froid. Je l'ai bu quand même. Amer. Comme cette vérité qui se déployait dans ma tête. Image après image, souvenir après souvenir. Toutes ces fois où elle avait souri en regardant son téléphone, ces appels qu'elle prenait dans le jardin, dos tourné, ces parfums nouveaux, ces robes neuves qu'elle essayait devant le miroir du couloir. « Maman, tu la trouves comment ? » ?»« Magnifique, ma chérie, tu es magnifique. » J'avais cru qu'elle se reconstruisait, qu'elle reprenait confiance après cette rupture avec Julien. Mais non, elle construisait une nouvelle vie, avec quelqu'un d'autre, en secret. Pourquoi ? C'était la question qui tournait dans ma tête comme une aiguille coincée sur un vieux disque. Pourquoi me mentir ? Pourquoi me cacher cet homme ? Avait-elle honte ? Avait-elle peur que je désapprouve ? Ou pire, avait-elle simplement décidé que je n'avais plus ma place dans sa vie ? J'ai monté à l'étage. Je suis restée devant la porte de sa chambre, fermée. Je n'entrais jamais sans sa permission. Jamais. Même quand elle était petite. Je respectais son intimité. Mais ce matin-là, j'ai tourné la poignée. La chambre sentait encore son parfum. Jasmin et vanille. Le lit était fait. Tout était rangé. Trop rangé. Comme si elle avait voulu effacer toute trace de désordre. Sur la commode, un cadre. Une photo de nous deux, prise l'été dernier dans le jardin. Nous sourions. Nous avions l'air heureuses. J'ai ouvert le tiroir de la table de nuit. Des carnets, des stylos, et tout au fond, une enveloppe blanche, pas fermée. J'ai hésité, puis je l'ai ouverte. À l'intérieur, une carte d'invitation. Papier épais, lettres dorées. Monsieur et Madame Fortier sont heureux de vous inviter au mariage de leur fils Alexandre avec Mademoiselle Frances Morin. La date, le lieu. Un château dans le Luberon. Et en bas, écrit à la main, au stylo bleu, « Maman, je t'expliquerai. Je te demande juste de me faire confiance. » Cette carte n'avait jamais quitté son tiroir. Elle ne me l'avait jamais donnée. J'ai remis l'enveloppe à sa place. J'ai refermé le tiroir. Je suis redescendue. Dehors, le ciel était gris. Une pluie fine commençait à tomber. J'ai regardé le jardin, les rosiers que nous avions plantés ensemble, le cerisier sous lequel elle faisait ses devoirs, l'été, le banc où nous nous asseyions pour parler. Tout était encore là. Mais elle était déjà partie. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les 3 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Je continuais mes gestes quotidiens. Arroser les plantes, préparer mes repas, répondre aux messages de mes élèves. Mais tout me semblait irréel, comme si je jouais un rôle dans une pièce de théâtre dont je ne comprenais pas l'intrigue. Le dimanche, Marguerite m'a appelé. « Inès, tu as vu ? Tu as parlé à Frances ? » ?»« Non, pas encore. »« Comment ça, pas encore ? Elle s'est mariée dans ton dos. Tu ne vas rien dire ?» J'ai serré le téléphone contre mon oreille.
La voix de Marguerite était indignée, presque agressive. Mais je ne ressentais pas de colère. Pas encore. Juste ce vide immense, cette incompréhension. Je ne sais pas quoi dire, Marguerite. Je ne sais pas quoi penser. Moi, je sais. C'est inadmissible. Après tout ce que tu as fait pour elle, tout ce que tu as sacrifié, et elle te fait ça, elle avait peut-être ses raisons. Ses raisons? Quelles raisons peuvent justifier de mentir à sa propre mère, de l'exclure du jour le plus important de sa vie? Je n'avais pas de réponse. J'ai raccroché en prétextant un rendez-vous. Mais il n'y avait aucun rendez-vous. Il n'y avait que moi, seul dans cette maison qui résonnait de nos souvenirs. Le lundi, j'ai reçu un message de Frances. « Maman, je rentre demain en fin d'après-midi. J'ai hâte de te voir. Je t'embrasse. » J'ai relu ce message 10 fois, 20 fois. J'ai hâte de te voir. Ces mots auraient dû me réchauffer le cœur. Mais ils sonnaient faux, creux, comme une politesse qu'on adresse à une étrangère. J'ai répondu simplement « Bon retour, ma chérie. » Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai tourné dans la maison comme une âme en peine. Je suis montée dans le grenier. Là-haut, dans des cartons poussiéreux, il y avait toute notre vie. Les dessins d'enfants de Frances, ses bulletins scolaires, ses cahiers d'école, des photos. Des centaines de photos. J'en ai pris une au hasard. Frances avait 6 ans. Elle portait une robe rouge à pois blancs. Nous étions au bord de la mer, à La Rochelle. Elle construisait un château de sable. Je la regardais en souriant. Sur la photo, on voyait l'amour. Cet amour immense, inconditionnel, qui débordait de mon regard posé sur elle. Où était passé cet amour? Était-il devenu trop lourd? Trop encombrant? J'ai redescendu la photo. Je l'ai posée sur la table de la cuisine. Demain, quand elle rentrerait, je la lui montrerai. Je lui dirai « Tu te souviens? Tu étais si heureuse. Nous étions si heureuses. » Mais au fond de moi, je savais que cette photo ne changerait rien. On ne rattrape pas le temps perdu avec une vieille image. On ne répare pas une trahison avec de la nostalgie. Le mardi est arrivé, le jour de son retour. J'ai préparé la maison, nettoyé, rangé. J'ai acheté ses fleurs préférées, des pivoines blanches, et je les ai mises dans un vase sur la table du salon. J'ai cuisiné son plat favori, un gratin dauphinois et un poulet rôti au thym. Vers 17 heures, j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Mon cœur s'est mis à battre très fort, trop fort. J'ai posé mes mains sur le plan de travail pour me stabiliser. Respire, Inès, respire. La porte s'est ouverte. Frances est entrée, sa valise à la main. Elle portait un jean et un pull beige. Ses cheveux étaient détachés. Elle avait l'air fatiguée, mais elle souriait. « Maman, ça fait du bien d'être rentrée. » Elle a posé sa valise et s'est approchée pour m'embrasser. J'ai senti son parfum. Jasmin. Toujours ce jasmin. Je l'ai laissé m'embrasser. Puis je me suis écartée. « Tu as fait bon voyage? »« Oui, très bon. Un peu long, mais bon. » Elle a regardé autour d'elle, a vu les fleurs, a souri. « Oh, des pivoines! Tu es adorable, maman. Merci. » Elle s'est dirigée vers le salon. J'ai remarqué qu'elle portait une bague à la main gauche, une alliance, fine, en or blanc. Elle a dû voir mon regard. Elle a caché sa main derrière son dos. Trop tard. « Frances. » Ma voix tremblait. Je ne voulais pas pleurer. Pas maintenant. Mais les larmes montaient. « Maman, tu as quelque chose à me dire ?» Elle a baissé les yeux. Un long silence. Puis elle a murmuré « Je voulais t'en parler. Vraiment. Mais c'était compliqué. » Compliqué, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas ma colère. Pas encore. Juste une tristesse immense. Un chagrin si profond qu'il me coupait le souffle. « Tu t'es mariée, Frances. Tu t'es mariée et tu ne m'as rien dit. Rien. Comme si je n'existais pas. » Elle a relevé la tête. Ses yeux étaient humides. « Ce n'est pas ça, maman. Ce n'est pas du tout ça. Alors explique-moi. Explique-moi pourquoi ta propre mère n'était pas invitée au mariage de sa fille unique. » J'avais peur, maman. Peur de quoi? Peur que tu ne comprennes pas. Peur que tu me juges. Alexandre et moi, c'est allé très vite. Nous nous sommes rencontrés en mars. En septembre, il m'a demandé en mariage. Ses parents voulaient une cérémonie rapide, intime. Juste la famille proche. Et Elle s'est interrompue. Elle cherchait ses mots. Mais moi, je n'avais plus besoin de mots. J'avais compris. Je ne suis plus ta famille proche. Maman, non. Si, Frances, c'est exactement ça. Je suis devenue... Quoi? Une colocataire? Une vieille femme dont on s'occupe par politesse? Arrête, maman. Tu dramatises. Je dramatise. Ma voix est montée.
Pour la première fois depuis des années, j'ai haussé le ton. Tu m'as menti pendant des mois. Tu as construit toute une vie dans mon dos. Tu t'es marié sans moi. Et tu me dis que je dramatise? Frances s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Mais je ne pouvais plus les voir. Je ne pouvais plus la consoler. Pas cette fois. Je vais monter me reposer, ai-je dit d'une voix blanche. Le dîner est prêt. Serre-toi. Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Et là, dans le silence de cette pièce où j'avais dormi pendant 40 ans, j'ai compris quelque chose. Si elle pouvait me mentir si facilement, c'est que je n'avais plus d'importance dans sa vie. J'étais juste un décor, un meuble, quelque chose qu'on garde par habitude, mais dont on ne se soucie plus vraiment. Et cette pensée, plus que tout le reste, m'a brisé. Je me demande encore si j'avais le droit de ressentir ça. Et vous? Avez-vous déjà été exclu d'un moment important par quelqu'un que vous aimiez? Qu'auriez-vous fait à ma place? Cette nuit-là, aucune de nous deux n'a dormi. Je l'entendais bouger dans sa chambre, marcher de long en large, pleurer peut-être, mais je ne suis pas descendue. Je suis restée dans mon lit, les yeux ouverts dans le noir, à écouter le silence pesant qui s'était installé entre nous. Le mercredi matin, elle a frappé à ma porte. « Maman, je peux entrer ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis, j'ai dit doucement « Entre ». Elle est apparue dans l'embrasure, pâle, les traits tirés. Elle portait encore son pyjama. Ses cheveux étaient en désordre. Elle avait l'air d'une petite fille perdue. Mais elle n'était plus une petite fille. Elle était une femme mariée, une femme qui avait fait des choix. « Maman, il faut qu'on parle. » « Je t'écoute. » Elle s'est assise au bord de mon lit. Elle a pris une grande inspiration. « Je sais que je t'ai fait du mal. Et je suis désolée, vraiment désolée. Mais il faut que tu comprennes. Alexandre, ce n'est pas comme les autres. C'est différent. » « Différent comment? » « Il est stable, mature. Il a 42 ans. Il a sa propre entreprise. Une belle situation. Ses parents ils sont importants. Son père est notaire à Aix-en-Provence. Sa mère vient d'une vieille famille provençale. Ils ont des relations, un certain standing. J'ai écouté ces mots. Standing, relation, comme si la vie se mesurait à ça. Et alors, qu'est-ce que ça change? Frances a détourné le regard. Ils ont des attentes, des codes. Ils voulaient un mariage discret, élégant. Juste la famille et quelques amis proches. Pas trop de monde. Tu comprends? Non, Frances. Je ne comprends pas. Je suis ta mère, ta seule famille. Ton père est mort. Tu n'as ni frère ni sœur. Juste moi. Et tu me dis que je ne rentrais pas dans leur code? Elle a rougi. Ses joues se sont empourprées. Elle a baissé la tête. Ce n'est pas ça. Alors quoi? Dis-moi la vérité, Frances. Pour une fois, dis-moi la vérité. Le silence s'est étiré. Long. Insupportable. Puis elle a murmuré, si bas que j'ai à peine entendu, « Ils ont dit que tu ferais trop simple, que tu n'avais pas l'habitude de ce genre de milieu. » Alexandre a essayé de les convaincre, mais sa mère a insisté. Elle a dit que c'était mieux comme ça, que ça éviterait des malaises. J'ai senti quelque chose se glacer en moi. Pas de la colère, pas encore, juste une froideur qui montait, lente, implacable. Donc, tu as accepté qu'il me rejette, qu'il décide que je n'étais pas assez bien pour assister au mariage de ma propre fille. Maman, ce n'était pas contre toi, c'est juste leur façon de voir les choses. Ils sont traditionnels. Traditionnels? J'ai ri, un rire amer, sans joie. Frances, tu sais ce qui est traditionnel? Une mère qui accompagne sa fille à l'autel. Une mère qui pleure de joie en voyant son enfant se marier. Une mère qui transmet l'alliance de sa propre mère, comme on transmet une histoire, un lien. Ça, c'est la tradition. Ce que tu as fait, ce n'est pas de la tradition, c'est de la lâcheté. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu ne comprends pas? Si, je comprends très bien. Tu as choisi leur argent, leur statut, leur monde, et tu as choisi de me laisser dehors. Ce n'est pas vrai. Je t'aime, maman. M'aimer, Frances, ce n'est pas me dire des mots doux en rentrant de ta lune de miel. M'aimer, c'était me faire une place à tes côtés le jour le plus important de ta vie. M'aimer, c'était ne pas me mentir pendant 8 mois. M'aimer, c'était avoir le courage de dire à ces gens « Ma mère sera là, que ça vous plaise ou non ». Elle pleurait maintenant, de gros sanglots qui secouaient ses épaules. Mais je ne la prenais pas dans mes bras. Je ne pouvais plus. « Maman, je t'en prie, ne sois pas comme ça.
J'avais besoin de cette chance. Alexandre, c'est ma chance. Une vie stable, confortable. Après Julien, après toutes ces années difficiles, j'avais besoin de ça. Et moi, Frances, qu'est-ce que j'avais besoin? Elle n'a rien dit, parce qu'elle n'avait jamais pensé à ça, à ce dont j'avais besoin, à ce que je ressentais. Sors de ma chambre, s'il te plaît. Maman, sors. Elle s'est levée. Elle a fait quelques pas vers la porte, puis elle s'est retournée. Je vais aller vivre chez Alexandre, à Aix. Il a une maison là-bas. Je vais faire mes valises. J'ai hoché la tête sans la regarder. Fais ce que tu veux, Frances. Tu l'as toujours fait. Elle est sortie. J'ai entendu ses pas dans le couloir, puis le bruit de sa porte qui se fermait. Je suis restée assise sur mon lit. Par la fenêtre, je voyais le jardin. Le cerisier avait perdu presque toutes ses feuilles. L'automne avait tout dépouillé. Tout était nu, froid, silencieux. Et moi, j'étais comme cet arbre, vidé, dépouillé, mais toujours debout. Dans l'après-midi, j'ai entendu sa voiture démarrer. Elle est partie, sans un au revoir, sans un regard en arrière. J'ai descendu les escaliers. La maison était vide, terriblement vide. Sur la table de la cuisine, elle avait laissé un mot. « Maman, j'espère qu'un jour tu me pardonneras. Je t'aime. Frances. » J'ai froissé le papier. Je l'ai jeté à la poubelle. Les mots, c'est facile. Les actes, c'est autre chose. Et ce jour-là, j'ai compris que les actes de Frances parlaient des plus forts que tous ces « je t'aime ». Les jours suivants ont passé dans une brume étrange. Je me levais, je faisais du café, je regardais le jardin, je donnais mes cours particuliers, je répondais poliment aux questions de mes élèves, mais j'étais ailleurs, absente de ma propre vie. Frances ne m'a pas appelée, pas un message, pas un signe, comme si partir suffisait, comme si laisser un mot froissé sur une table effaçait tout. Marguerite m'a téléphoné plusieurs fois. Je n'ai pas répondu. Ma voisine, Madame Blanc, une femme douce d'une 60aine d'années, est venue sonner à ma porte avec une tarte aux pommes. « Inès, ça va? Je ne vous ai pas vue depuis plusieurs jours. Vous semblez différente. Tout va bien, Claudine. Merci pour la tarte. Vous êtes sûre? Si vous avez besoin de parler? Non, vraiment. Tout va bien. » J'ai refermé la porte, mais tout n'allait pas bien. Le vendredi soir, une semaine après le départ de Frances, j'ai reçu un colis. Un paquet élégant, emballé dans du papier crème avec un ruban doré. À l'intérieur, un faire-part de mariage. Officiel. Imprimé sur du papier verger. Monsieur et Madame Fortier sont heureux de vous annoncer le mariage de leur fils Alexandre avec Mademoiselle Frances Morin. Et avec le faire-part, une lettre. L'écriture était soignée, presque calligraphiée. Chère Madame Morin, nous regrettons de ne pas avoir eu l'occasion de faire votre connaissance avant le mariage de nos enfants. Les circonstances ont voulu que cette union se fasse dans l'intimité, comme nous le souhaitions. Nous espérons que vous comprendrez. Alexandre et Frances sont désormais installés à Aix-en-Provence. Ils seront très heureux dans la maison familiale que nous avons mise à leur disposition. Frances a trouvé un poste dans notre réseau professionnel. Elle sera bien entourée. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Cordialement, Geneviève et Robert Fortier. J'ai relu cette lettre 3 fois. Chaque mot était une gifle polie. Nous regrettons. Vous comprendrez. Bonne continuation. Ils ne regrettaient rien. Ils avaient eu ce qu'ils voulaient. Ma fille, sans moi, une belle fille malléable, reconnaissante, prête à tout pour appartenir à leur monde. Et Frances, elle avait accepté. Elle avait accepté de devenir leur créature. De renier sa propre mère pour porter leur nom, vivre dans leur maison, travailler dans leur réseau. Elle avait vendu son âme. Et moi avec. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de vin, du Bordeaux que Michel avait mis en cave il y a des années. Je l'avais gardé pour une occasion spéciale. Le mariage de Frances peut-être. Mais ce mariage n'avait jamais existé. Pas pour moi. J'ai bu lentement, assise dans le salon obscur. Les souvenirs défilaient, Frances bébé, dans mes bras. Frances enfant, courant dans le jardin. Frances adolescente, me confiant ses rêves. Frances jeune femme, me disant « Maman, tu es tout pour moi ». Mensonge, ou vérité devenue mensonge avec le temps. À minuit, j'ai pris une décision. Le lendemain matin, j'ai appelé une agence immobilière. « Bonjour, je souhaiterais mettre ma maison en vente. »« Bien sûr, madame. Puis-je avoir l'adresse ?» J'ai donné l'adresse. Cette adresse que je connaissais par cœur depuis 40 ans. C'est une belle propriété, madame. Dans les hauteurs de Lyon. Avec jardin.
Je pense que nous n'aurons aucun mal à la vendre. Vous souhaitez un rendez-vous pour l'évaluation? Oui, le plus tôt possible. L'agent est venu le lundi. Un jeune homme dynamique, costume impeccable, sourire professionnel. Magnifique maison, Madame Morin. Vraiment magnifique. L'emplacement est idéal. Le jardin est un atout considérable. Je dirais entre 650 000 et 700 000 euros. 700 000 euros. C'est ambitieux, mais possible. Vous êtes pressé de vendre? Oui. Très bien. Je fais les photos cette semaine. L'annonce sera en ligne vendredi. Il est parti. J'ai regardé la maison. Les murs qui avaient abrité toute une vie. Les pièces où Frances avait grandi. Le piano. Les photos. Les souvenirs. Mais une maison vide de sens n'est qu'un tas de pierres. Le mercredi, j'ai commencé à trier mes affaires. J'ai rempli des cartons, livres, vêtements, vaisselle. J'ai donné beaucoup de choses. Des associations sont venues chercher des meubles. Petit à petit, la maison se vidait. J'ai vidé aussi la chambre de Frances, ses livres d'enfance, ses peluches, ses cahiers, ses robes, tout. J'ai tout mis dans des cartons que j'ai descendus au grenier. Si elle voulait récupérer quelque chose, elle n'aurait qu'à demander. Mais elle ne demandait rien. Elle ne donnait aucun signe de vie. Le vendredi, l'annonce est parue en ligne. Magnifique propriété bourgeoise à vendre. Lyon 6e, jardin, vue dégagée, 700 000 euros. Les visites ont commencé dès le week-end. Des couples, des familles, des investisseurs. Ils regardaient les pièces, commentaient, négociaient. C'est parfait pour nos enfants. Vous avez vu le jardin, chérie? On pourrait refaire la cuisine, moderniser un peu. C'est une excellente opportunité. Le quartier est très recherché. Je les laissais parler. Je souriais poliment. Mais chaque visite m'arrachait un peu plus le cœur. 3 semaines plus tard, une offre est arrivée. 680 000 euros. Une jeune famille, 2 enfants. Ils avaient l'air heureux. Ils avaient l'air de croire encore aux maisons où on construit des souvenirs. J'ai accepté. Le notaire m'a convoqué pour signer les documents. Tout irait très vite. 2 mois, peut-être 3. Madame Morin, vous avez un projet après la vente? Oui, je pars. Vous partez? Où? Loin. Peut-être dans le sud. Ou en Bretagne. Je ne sais pas encore. Quelque part où personne ne me connaît. Il a hoché la tête. Il ne posait pas de questions. Il signait des actes. Il ne connaissait rien des vies brisées qui se cachaient derrière les contrats. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Frances. Le premier depuis son départ. La maison est vendue. Je pars bientôt. Si tu veux récupérer tes affaires, elles sont au grenier. Pas de ma chérie. Pas de je t'embrasse. Juste les faits. Elle a répondu 1 heure plus tard. Quoi? Tu as vendu la maison? Maman, tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison. Notre maison. J'ai souri amèrement. Elle s'en souvenait maintenant. Maintenant qu'elle n'était plus là. J'ai répondu simplement. C'était notre maison. Plus maintenant. Elle a essayé de m'appeler. 10 fois. 15 fois. Je n'ai pas répondu. J'ai coupé le son de mon téléphone. Je n'avais plus rien à lui dire. Les mots avaient été prononcés. Les choix avaient été faits. Maintenant, c'était à la vie de faire son œuvre. Frances est arrivée un mardi matin, sans prévenir. J'étais dans le jardin en train de couper les dernières roses avant l'hiver. Je les mettais dans un panier en osier, celui que ma mère utilisait autrefois. Chaque geste était lent, précis, comme si je voulais graver ces moments dans ma mémoire. Une dernière fois, j'ai entendu la voiture, puis ses pas sur le gravier. Je ne me suis pas retournée. Maman. Sa voix tremblait. Je continuais à couper mes roses. Maman, il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire, Frances. Si, il y a beaucoup à dire. Tu ne peux pas vendre cette maison. Tu ne peux pas partir comme ça. J'ai posé mon sécateur. Je me suis retournée lentement. Elle avait maigri. Son visage était tendu, fatigué. Elle portait un tailleur beige, élégant, probablement acheté par sa belle-mère. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle ressemblait à ces femmes qu'on voit dans les magazines. Belle, froide, impeccable. Cette maison m'appartient, Frances. Je fais ce que je veux. Mais c'est notre maison. C'est la maison de papa. C'est là que j'ai grandi. Exactement. C'est là que tu as grandi. Passé. Tu es parti. Tu as choisi une autre vie, une autre famille. Tu es ma famille. Non, Frances. Ta famille, maintenant, ce sont les Fortier, avec leur maison en Provence, leurs relations, leur standing. Elle a pâli. Tu m'en veux à ce point?
Je ne t'en veux pas. Je suis juste lucide. Tu as fait un choix. J'en fais un aussi. Mais où vas-tu aller? Je ne sais pas encore. Peut-être Vannes ou Nantes. J'ai toujours aimé la Bretagne, la mer, le vent, les recommencements. Maman, tu ne peux pas partir comme ça. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Cette phrase. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Elle l'avait dit quand elle avait 6 ans et que je l'avais laissée chez ma mère pour aller travailler. Elle l'avait dit à 13 ans quand j'avais dû partir en formation une semaine à Paris. Elle l'avait toujours dit, mais elle n'y croyait plus. Et moi non plus. Tu vas très bien, Frances. Tu as un mari, une belle famille, une maison, un travail. Tu n'as plus besoin de moi. Ce n'est pas vrai. Si. Et c'est normal. C'est la vie. Les enfants grandissent. Ils partent. Ils construisent leur propre existence. Toi, tu l'as fait plus brutalement que d'autres. Mais c'est fait. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes qui coulaient sur ses joues, parfaitement maquillées. Je regrette, maman. Je regrette tellement. J'aurais dû t'inviter. J'aurais dû leur tenir tête. Mais j'avais peur. Peur de tout perdre. Alexandre, c'est ma dernière chance. J'ai 32 ans. Je ne peux pas me permettre de rater encore une fois. Rater quoi, Frances? Ta vie? Ton bonheur? Ou juste une belle image à montrer aux autres? Elle n'a rien répondu. Parce qu'elle ne savait pas. Ou peut-être qu'elle savait, mais qu'elle ne voulait pas l'admettre. Entre. On va boire un thé. Nous sommes entrés dans la maison. La cuisine était presque vide. J'avais emballé la plupart des objets. Sur le plan de travail, il restait juste une bouilloire, 2 tasses et la boîte de thé Earl Grey que nous aimions toutes les deux. J'ai fait chauffer l'eau. J'ai versé le thé. Nous nous sommes assises face à face, comme nous l'avions fait des centaines de fois. Mais cette fois, c'était différent. Il y avait un gouffre entre nous. Un silence qu'aucun mot ne pouvait combler. Maman, je veux que tu rencontres Alexandre et ses parents. Je veux qu'on reparte sur de bonnes bases. Non. Comment ça, non? Je ne veux pas rencontrer ces gens, Frances. Je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas sourire poliment pendant qu'ils me jugent. Je ne veux pas entrer dans leur monde. Mais pour moi? Tu ne veux pas le faire pour moi? J'ai posé ma tasse. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Frances, j'ai tout fait pour toi. Toute ma vie. J'ai renoncé à ma carrière, à mes voyages, à mes rêves. J'ai vécu pour toi. Et toi, tu n'as même pas pu me faire une place à ton mariage. Alors non, je ne ferai plus rien pour toi. Parce que, pour toi, ça veut dire m'effacer, disparaître, accepter d'être traité comme si je ne comptais pas. Ce n'est pas juste. Non, Frances. Ce qui n'est pas juste, c'est ce que tu m'as fait. Et maintenant, je reprends ma vie, ce qu'il en reste. Elle a pleuré encore, longtemps, puis elle s'est levée. Quand pars-tu? Dans 6 semaines, début janvier. Le notaire finalise la vente. Et je ne saurai même pas où tu es? Je t'enverrai mon adresse, quand je serai installée. Maman, au revoir, Frances. Elle a compris que c'était fini. Elle a pris son sac, elle est sortie, puis elle s'est retournée une dernière fois. Je t'aime, maman. Je sais, mais je n'ai pas dit que je l'aimais aussi. Pas cette fois. Parce que l'amour sans respect, sans considération, ce n'est plus de l'amour. C'est juste de l'habitude. Et les habitudes, on peut les briser. Elle est partie. J'ai regardé sa voiture disparaître au bout de l'allée. Les semaines suivantes ont passé vite, trop vite. Les cartons s'accumulaient, les pièces se vidaient. La maison perdait son âme. Le 20 décembre, la vente a été signée. J'ai remis les clés à la jeune famille. La femme m'a souri. Merci, Madame Morin. Nous prendrons soin de cette maison. Elle est magnifique. Oui, elle l'est. J'ai chargé mes affaires dans un camion de déménagement. Quelques meubles, des cartons. Pas grand-chose finalement. Une vie entière tenait dans quelques mètres cubes. Le 23 décembre, je suis partie. J'avais loué un petit appartement à Vannes, face à la mer, avec un balcon où je pourrais regarder les vagues et les goélands. Avant de partir, j'ai fait une dernière chose. J'ai commandé une plaque en bois laqué avec des lettres rouges. Vendue. Et le 24 décembre au matin, très tôt, je suis revenue. J'ai fixé cette plaque sur la porte d'entrée, puis je suis partie, pour de bon. Frances rentrait de sa lune de miel prolongée chez ses beaux-parents ce jour-là. Elle voulait me faire une surprise, passer Noël avec moi, me présenter Alexandre, repartir sur de nouvelles bases. Mais quand elle est arrivée, elle a vu la plaque. Vendue. Elle a sonné, personne n'a répondu. Elle a frappé. Le silence. Elle a appelé sur mon téléphone. Messagerie.
Elle a compris. Le soir même, j'ai reçu un message. Puis 10, puis 20. Maman, où es-tu? Maman, réponds-moi s'il te plaît. Maman, c'est Noël. On ne peut pas passer Noël comme ça. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu. J'étais dans mon nouvel appartement, face à la mer, avec une tasse de thé fumant et un livre. Seul, mais libre. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Vannes en hiver a quelque chose de mélancolique et de beau à la fois. Les rues pavées brillent sous la pluie. Les façades à colombages racontent des histoires anciennes. Et la mer, toujours présente, rappelle que tout passe, que tout change, que rien n'est éternel. Mon appartement était petit, 2 pièces au 3e étage d'un immeuble ancien. Mais il avait ce balcon d'où je voyais le golfe du Morbihan, les bateaux qui partaient au large, les mouettes qui tournoyaient dans le ciel gris. Les premières semaines ont été étranges. Je me réveillais et je ne reconnaissais pas le plafond. Je cherchais mes repères. Puis, je me souvenais. Lyon était derrière moi. La maison était vendue. Francis était ailleurs. J'ai essayé de reconstruire une routine. Le matin, je descendais acheter du pain à la boulangerie du coin. Madame Le Goff, la boulangère, me saluait toujours avec le même sourire chaleureux. « Bonjour, madame. Votre baguette habituelle? »« Oui, merci. »« Vous vous plaisez ici? »« Oui, beaucoup. » Et c'était vrai. Il y avait quelque chose de libérateur dans cet anonymat. Personne ne me connaissait. Personne ne savait qui j'avais été, qui j'avais perdu. J'étais juste une femme de 70 ans qui achetait son pain et regardait la mer. L'après-midi, je marchais, le long du port, dans les ruelles médiévales, parfois jusqu'à la cathédrale Saint-Pierre, où j'entrais pour m'asseoir quelques minutes dans le silence. Je n'ai jamais été très croyante, mais il y a quelque chose de réconfortant dans ces vieux murs qui ont vu passer tant de vie, tant de douleur, tant d'espoir. Frances continuait à m'envoyer des messages. Au début, plusieurs par jour, puis 1 par jour, puis 1 par semaine. « Maman, donne-moi au moins ton adresse. Maman, on ne peut pas rester comme ça. Alexandre veut te rencontrer, s'il te plaît. Maman, j'ai besoin de toi. » Je lisais, mais je ne répondais pas. Pas encore. Un soir de février, j'ai reçu un appel de Marguerite. « Inès, enfin, j'ai essayé de te joindre pendant des semaines. Où es-tu? »« En Bretagne. »« En Bretagne? Mais pourquoi? Et la maison? » ?»« Vendue. »« Vendue? Mon Dieu, Inès, Frances est au courant? » ?»« Oui. » Il y a eu un silence. Puis Marguerite a dit doucement « Elle est venue me voir, tu sais. Elle pleurait. Elle m'a dit que tu avais disparu, que tu ne répondais plus. Elle se sent coupable. Elle devrait. Inès, tu ne crois pas que tu vas un peu loin? C'est ta fille, quand même. Elle est ma fille, oui. Mais ça ne lui donne pas le droit de me traiter comme elle l'a fait. Je comprends. Mais tu ne peux pas rester fâchée toute ta vie. Je ne suis pas fâchée, Marguerite. Je suis juste fatiguée. Fatiguée de donner sans rien recevoir. Fatiguée d'exister uniquement pour les autres. Et maintenant, tu existes pour qui? Pour moi. Pour la première fois de ma vie, j'existe pour moi. Marguerite a soupiré. Prends soin de toi, Inès. Toi aussi. J'ai raccroché. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas malheureuse. J'étais triste, oui. Blessée, oui. Mais pas malheureuse. Il y avait une paix étrange dans cette solitude choisie. Un matin de mars, j'ai commencé à écrire. Rien de prétentieux. Juste des pages, des pensées, des souvenirs. Tout ce que j'avais gardé en moi pendant des années. J'écrivais sur Michel, sur nos rêves de jeunesse, sur cette vie que nous avions imaginée et qui s'était arrêtée trop tôt. J'écrivais sur Frances, sur cette petite fille joyeuse qu'elle était, sur la femme qu'elle était devenue, sur cette distance qui s'était creusée entre nous sans que je comprenne vraiment pourquoi ni comment. J'écrivais sur moi, sur cette Inès que j'avais oubliée, celle qui aimait la littérature, qui rêvait de voyager, qui voulait écrire un jour, celle qui s'était effacée, année après année, pour laisser toute la place aux autres. Et petit à petit, en écrivant, j'ai compris. J'avais fait de Frances le centre de ma vie. Non pas par amour seulement, mais aussi par peur. Peur de la solitude, peur du vide, peur de me retrouver face à moi-même. Et elle avait senti ce poids, cette attente, cette dépendance affective. Et elle avait fui. Non, ça n'excusait pas son comportement. Ça n'excusait pas le mensonge, la trahison, l'exclusion. Mais ça expliquait, un peu,
Les enfants finissent toujours par échapper aux parents qui les serrent trop fort. Comme l'eau entre les doigts. Plus on serre, plus ça s'échappe. Au mois d'avril, j'ai envoyé un message à Frances, le premier depuis mon départ. Je vais bien. Je vis à Vannes. Si tu veux mon adresse, tu peux me la demander. Elle a répondu immédiatement. Maman, oui, s'il te plaît. Donne-moi ton adresse. Je veux venir te voir. Je lui ai donné l'adresse, mais j'ai ajouté « Viens seul, pas avec Alexandre, pas avec tes beaux-parents, juste toi, si tu veux vraiment me voir. » Elle a mis 3 jours à répondre. « D'accord, je viendrai seule. » Le week-end prochain, j'ai préparé l'appartement. J'ai acheté des fleurs, des pivoines blanches, ses préférées. J'ai fait un gâteau au citron, celui qu'elle aimait enfant. Et puis j'ai attendu. Le samedi après-midi, elle a sonné à la porte. Quand je l'ai vue, j'ai eu un choc. Elle avait encore maigri. Ses yeux étaient cernés. Elle portait un chemisier blanc et un jean. Pas de tailleur, pas de maquillage sophistiqué. Juste Frances, ma Frances. Elle est entrée. Elle a regardé autour d'elle. « C'est joli, maman. Merci. » Nous nous sommes assises, face à face, comme dans la cuisine de Lyon. Mais cette fois, c'était différent. Quelque chose avait changé en moi. Je n'attendais plus rien d'elle. Et paradoxalement, ça me libérait. « Maman, je suis désolée. Je sais. » « Non, tu ne sais pas. Je suis vraiment désolée. J'ai été lâche, égoïste. J'ai pensé qu'à moi, à ce que je voulais, à ce qui m'arrangeait, et je t'ai fait du mal. Un mal terrible. » Ses mains tremblaient. Elle pleurait. Mais cette fois, je ne pleurais pas. J'écoutais. « Alexandre, il est gentil. Vraiment. Mais ses parents, ils sont étouffants. Ils contrôlent tout. Ma vie, mon travail, mes horaires, mes amis. Ils veulent que je sois une certaine version de moi. Polie, élégante, effacée. Et moi, je ne sais plus qui je suis. Pourquoi restes-tu alors ?» Elle a baissé les yeux. « Parce que j'ai peur. Peur de tout recommencer. Peur d'échouer encore. Peur de me retrouver seule. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Frances, tu sais ce que j'ai appris ces derniers mois ?» Elle m'a regardé, les yeux rouges. « Quoi ? Que la solitude, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est d'être avec des gens qui ne nous voient pas, qui ne nous respectent pas, qui nous effacent. » Elle a hoché la tête. Elle a pleuré encore. Et cette fois, je l'ai prise dans mes bras. Parce que malgré tout, malgré la douleur, malgré la trahison, elle restait ma fille. Et une mère ne cesse jamais complètement d'aimer. Mais j'avais appris quelque chose d'essentiel. Aimer, ce n'est pas tout accepter. Ce n'est pas tout pardonner. Ce n'est pas s'effacer. Aimer, c'est aussi savoir dire non, savoir partir, savoir se choisir. Et pour la première fois de ma vie, je m'étais choisie. Frances est repartie le dimanche soir. Nous nous étions parlé, vraiment parlé, pour la première fois depuis des mois, peut-être pour la première fois depuis des années. Elle m'avait promis de réfléchir, à sa vie, à son mariage, à ce qu'elle voulait vraiment. Je ne lui avais rien imposé. Je lui avais juste dit « Vis pour toi, Frances. Pas pour eux, pas pour moi, pour toi. » Les mois ont passé. L'été est arrivé. Vannes se remplissait de touristes. Le port s'animait. Les terrasses des cafés débordaient de rires et de conversations. Moi, je continuais ma vie tranquille. Mes promenades, mes écrits, mes petites habitudes. Frances m'appelait régulièrement. 2 fois par semaine. Elle me racontait sa vie, prudemment, comme si elle testait le terrain. Je l'écoutais, sans juger, sans conseiller, juste écouter. Et petit à petit, j'ai compris que quelque chose se fissurait dans sa vie parfaite. En juillet, elle m'a appelée, la voix étranglée. « Maman, je peux te parler ?»« Bien sûr. J'ai découvert quelque chose. »« Quoi donc ?» Un silence. Puis elle a lâché. « Alexandre me trompe. » Mon cœur s'est serré. Pas de surprise, pas de satisfaction, juste de la tristesse. Cette tristesse qu'on ressent quand on voit quelqu'un qu'on aime souffrir. Tu en es sûre ? Oui, j'ai vu des messages sur son téléphone. Une collègue de son cabinet. Ils se voient depuis plusieurs mois, peut-être même avant notre mariage. Sa voix s'est brisée. J'ai été si bête, maman, si bête. J'ai tout sacrifié pour lui, pour eux. Et lui, il me trompait. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas. Ses parents disent que c'est normal, que les hommes ont des écarts, que je dois fermer les yeux, que c'est le prix à payer pour une vie confortable. J'ai senti la colère monter en moi, cette colère froide
calme, qui vous traverse quand vous comprenez que certaines personnes ne changeront jamais. Frances, écoute-moi bien. Tu n'as pas à payer quoi que ce soit. Tu n'as pas à accepter l'inacceptable. Tu vaux mieux que ça. Mais j'ai 33 ans, maman. Si je pars, je me retrouve seule, sans rien, avec un divorce sur les bras. Et alors, tu préfères rester avec un homme qui ne te respecte pas? Dans une famille qui te méprise? Elle a pleuré, longtemps, puis elle a murmuré « Tu as raison, tu as toujours eu raison ». En septembre, Frances est revenue à Vannes, avec 2 valises. Elle avait quitté Alexandre, demandé le divorce. Ses beaux-parents l'avaient mise dehors. Littéralement. Vous n'êtes plus la bienvenue dans cette maison. Elle était pâle, maigre, épuisée. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau. Une lueur, une détermination. « Je peux rester quelques jours, maman? Le temps de trouver un appartement? Tu peux rester le temps qu'il faudra. » Elle s'est installée dans la petite chambre. Nous avons retrouvé une routine. Les petits déjeuners ensemble, les promenades le long du port, les soirées devant un film. Mais cette fois, c'était différent. Elle ne me prenait plus pour acquise. Elle m'aidait. Elle me parlait. Elle me regardait vraiment. Un soir d'octobre, alors que nous étions assises sur le balcon, elle m'a dit « Maman, je voulais te dire quelque chose. Je t'écoute. J'ai été horrible avec toi. Et je comprends maintenant pourquoi tu es partie, pourquoi tu as vendu la maison, pourquoi tu as disparu. Je t'avais effacée, comme si tu n'existais plus, comme si tu n'avais été qu'un décor, une commodité. » Ses yeux brillaient de larmes. Et quand je me suis retrouvée chez les Fortier, j'ai compris. J'ai compris ce que c'était d'être invisible, d'être là juste pour servir l'image des autres, pour être conforme, pour être effacée. Tu n'as rien à te reprocher, Frances. Tu as juste vécu. Tu as fait des erreurs, comme nous tous. Non, maman, j'ai été cruelle, et je m'en veux, tellement. Je l'ai prise dans mes bras. Le passé est le passé. Ce qui compte, c'est maintenant. Et maintenant, tu es là. Et tu as choisi ta liberté, ta dignité. En novembre, Frances a trouvé un travail dans une agence de communication à Vannes. Un petit poste, bien moins prestigieux que celui qu'elle avait à Aix. Mais elle souriait en rentrant le soir. Elle parlait de ses projets. Elle recommençait à vivre. Un matin de décembre, j'ai reçu un appel. Un numéro que je ne connaissais pas. « Madame Morin ?»« Oui, je suis maître Dubois, l'avocat de Madame Geneviève Fortier. » Mon sang s'est glacé. « Que me voulez-vous ? Madame Fortier souhaite vous parler. Elle aimerait vous rencontrer. Je n'ai rien à lui dire. S'il vous plaît, madame. C'est important. Elle n'a pas beaucoup de temps. » Comment ça, pas beaucoup de temps? Un silence, puis « Madame Fortier est malade, très malade. Elle a été diagnostiquée d'un cancer en phase terminale. Elle souhaiterait vous parler avant la fin. » J'ai raccroché. Mon cœur battait fort. Je ne savais pas quoi penser, quoi ressentir. Frances m'a regardé. « C'était qui ? L'avocat de ta belle-mère. Elle veut me voir. Elle est malade, en train de mourir. » Frances a pâli. « Geneviève, mourante ? » Apparemment, elle s'est assise. Elle a posé sa tête entre ses mains. Elle m'avait traité de moins que rien. Elle m'avait dit que je n'étais pas assez bien pour son fils. Elle m'avait humiliée, chassée. Et maintenant, la vie a une drôle de façon de rendre justice, ai-je murmuré. 3 semaines plus tard, j'ai appris par Marguerite que Geneviève Fortier était décédée. Seule, dans une chambre d'hôpital. Robert, son mari, était là. Mais Alexandre n'était pas venu. Il était en voyage d'affaires avec sa maîtresse. Marguerite m'a dit aussi qu'Alexandre avait perdu son cabinet. Une affaire de fraude fiscale. Les dettes s'accumulaient. La belle maison de famille allait être saisie. Je n'ai ressenti aucune joie, aucune satisfaction. Juste cette pensée froide, claire. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Geneviève avait passé sa vie à juger, à mépriser, à contrôler. Elle était morte seule, abandonnée, sans avoir jamais connu la vraie tendresse, la vraie connexion. Alexandre avait menti, trompé, manipulé. Il perdait tout, son mariage, sa réputation, sa fortune. Et Frances qui avait eu le courage de partir, de tout recommencer, de choisir sa liberté, elle était ici, avec moi, en train de reconstruire une vie vraie, simple, mais vraie. Un soir, alors que nous regardions les étoiles depuis le balcon, Frances m'a pris la main. « Maman, merci. Pourquoi merci ? Pour ne pas avoir renoncé à moi, pour m'avoir laissé partir, et pour m'avoir accueillie quand je suis revenue. C'est ça l'amour, ma chérie.
savoir lâcher et savoir accueillir, sans condition, mais avec respect. Elle a posé sa tête sur mon épaule, comme quand elle était petite, et moi, j'ai compris que parfois, perdre tout est la seule façon de tout retrouver. 2 ans ont passé depuis ce matin de novembre où j'ai découvert la photo du mariage de Frances. 2 ans pendant lesquels j'ai appris à vivre autrement, à respirer autrement, à aimer autrement. Je suis toujours à Vannes, dans mon petit appartement face à la mer. Les saisons ont défilé. Les hivers gris et venteux, les étés lumineux et doux. Et moi, au milieu, j'ai appris à exister pour moi-même. Frances vit maintenant à Nantes. Elle a trouvé un poste de directrice de communication dans une entreprise moyenne. Rien de prestigieux, mais elle est heureuse. Elle a rencontré quelqu'un, Thomas, un professeur d'histoire, un homme simple, attentionné, qui la regarde comme si elle était la plus belle chose au monde. Ils viennent me voir un week-end sur 2. Nous marchons le long du golfe, nous mangeons des crêpes au sarrasin, nous parlons de tout, de rien, de la vie qui continue. L'alliance de ma mère, celle que j'avais gardée pour Frances, je la lui ai finalement donnée. Pas pour un mariage, pas encore, juste comme ça. Un après-midi d'avril, alors que nous prenions le thé sur le balcon. « Tiens, ma chérie, c'est pour toi. » Elle a ouvert la petite boîte en velours bleu. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Maman, c'est l'alliance de grand-mère ? Oui, je l'avais gardée pour toi, pour le bon moment. Et je crois que le bon moment, c'est maintenant. Pas pour un mariage, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour toi, pour te rappeler d'où tu viens et qui tu es vraiment. » Elle l'a passé à son doigt. Elle m'a serré dans ses bras. Et nous avons pleuré. Mais cette fois, c'étaient des larmes de paix, de pardon, de retrouvailles. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre. Une enveloppe épaisse, avec une écriture tremblante. C'était Robert Fortier. « Chère Madame Morin, je vous écris ces mots avec beaucoup de difficultés. Ma santé décline. Les médecins me donnent quelques mois, peut-être 1 an. Je voulais vous présenter mes excuses. Pour tout. Pour la façon dont nous avons traité Frances. Pour la façon dont nous vous avons exclus, pour notre arrogance, notre mépris. Geneviève est partie en emportant beaucoup de regrets. Elle m'a dit, quelques jours avant sa mort, qu'elle aurait aimé vous connaître, qu'elle aurait aimé comprendre Francis autrement. Mais il était trop tard. Alexandre a tout perdu. Son cabinet, sa réputation. Sa maîtresse l'a quitté quand l'argent a disparu. Il vit maintenant dans un studio à Marseille. Il travaille comme commercial. Il est seul, amer. Il refuse de me voir. Moi, je reste dans cette grande maison vide, avec mes souvenirs et mes remords. Je ne vous demande pas de pardon. Je n'en ai pas le droit. Je voulais juste vous dire que vous aviez raison, surtout, et que Frances a eu de la chance de vous avoir, même si elle a mis du temps à le comprendre. Prenez soin de vous et d'elle. Respectueusement, Robert Fortier. J'ai relu cette lettre plusieurs fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse. La vie avait parlé, plus fort que tous les mots. Hier soir, Frances m'a appelé. Maman, Thomas et moi, nous allons nous marier. En juin, une petite cérémonie, à la mairie de Vannes, puis un déjeuner dans un restaurant du port. Juste quelques amis. Et toi, bien sûr. Toi en premier. Mon cœur s'est réchauffé. Je serai là, ma chérie. Avec joie. Maman, tu pourras me conduire jusqu'à Thomas, comme un père conduirait sa fille, parce que tu as été tout pour moi, père et mère, et je veux que tu sois à mes côtés. J'ai pleuré, des larmes douces, apaisées. Oui, Frances, je serai à tes côtés. Ce matin, je suis descendue à la boulangerie. Madame Le Goff m'a souri. « Bonjour, Madame Morin. Vous avez l'air radieuse aujourd'hui. »« Merci, Madame Le Goff. Ma fille se marie en juin. »« Oh, quelle merveilleuse nouvelle. Elle a de la chance de vous avoir. » C'est moi qui ai de la chance. Et c'était vrai. Ce soir, assise sur mon balcon, je regarde la mer. Les vagues qui viennent, les vagues qui repartent, le rythme éternel de la vie qui continue. Je pense à Michel, à cette vie que nous avions rêvée ensemble. Je pense à Frances enfant, à Frances adulte, à toutes les Frances qu'elle a été. Je pense à cette femme que j'étais il y a 2 ans, brisée, trahie, perdue. Et je pense à cette femme que je suis devenue, libre, sereine, entière. J'ai appris quelque chose d'essentiel au cours de ces années. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer comme nous voulons être aimés. On ne peut pas vivre à travers les autres. On ne peut pas attendre que les autres nous donnent notre valeur.
Il faut se la donner soi-même. Il faut savoir partir, savoir dire non, savoir se respecter. Et parfois, c'est dans la perte qu'on trouve enfin ce qu'on cherchait depuis toujours, soi-même. Frances a failli tout perdre pour comprendre ce qui comptait vraiment. Moi aussi, j'ai dû tout lâcher pour me retrouver. Mais aujourd'hui, nous sommes là, ensemble, différemment, mieux. Et je sais que l'alliance de ma mère, celle qui porte les initiales entrelacées de mes parents, celle qui a traversé les générations, brillera bientôt aux doigts de Frances, pas comme un symbole de soumission, mais comme un symbole de transmission, de mémoire, d'amour vrai. Si mon histoire aide, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à comprendre qu'elle a le droit de se choisir, qu'elle a le droit de partir, qu'elle a le droit d'exiger le respect, alors tout cela aura eu un sens. La vie nous blesse parfois, profondément, mais elle nous guérit aussi, à condition d'avoir le courage de lâcher ce qui nous tue et d'accueillir ce qui nous fait vivre. Je m'appelle Inès Morin, j'ai 70 ans, et aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, je peux dire que je suis heureuse, vraiment heureuse. Merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.